Chaque année, Cette émission vous on est rapporte présentée une avec centaine de vidéo meurtres au description. Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. C'est une chaude soirée du mois d'août. 4 jeunes mâles cherchent l'excitation. Ils sont pleins de testostérone et ils sont high. Au départ, on ne savait pas du tout à quoi on avait affaire. Est-ce que c'était un accident? Est-ce qu'il y avait eu un malaise? Qu'est-ce qui s'était passé? On cherche les mots parfaits pour décrire ton enfant, mais c'est pas si facile à décrire ton enfant quand il passe si jeune que ça. Tout le monde panique quand il y a quelque chose qui arrive comme ça. C'est sûr que tout le monde panique. Mais il aurait dû appeler l'ambulance avant, en place de prendre de temps, puis, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Le 21 août 2008, 2 policiers font leur patrouille de routine dans une petite ville de 2500 habitants en Montérégie. Ils reçoivent alors un appel du standard. Le gardien du cimetière local croit que des jeunes y ont encore allumé un feu. Ça, c'est arrivé de cet appel-là un petit peu après 20h50. Il y a 2 policiers qui ont répondu à cet appel-là. Ils ont garé le véhicule à l'entrée du cimetière et sont allés faire les vérifications à pied. L'école secondaire se trouve tout près du cimetière. Derrière, il y a un champ de soccer et un parc de planches à roulettes. Les jeunes des environs ont l'habitude de s'y rendre le soir pour s'amuser, à l'abri des regards indiscrets de leurs parents. Ce soir-là, Julien Poisson-Rougeau, 17 ans, accompagné de son ami d'enfance Samuel, sont venus retrouver Benoît et Stéphane. La soirée a commencé tôt et ils ont déjà passablement bu et fumé quelques joints de marijuana. On sait comment ça se passe, voyez-vous, des adolescents mâles avec une très grande propension au passage à l'acte. Ils veulent faire le beau, le bon, le fort. Il y a de l'audace, la témérité. Ils sont aux prises avec une sensation de toute puissance, avec une sensation d'invulnérabilité. Julien annonce au groupe qu'il doit quitter. Il enfourche son vélo pour s'éloigner. Quand soudain, il s'écroule par terre. Il ne bouge plus. Affolés, Stéphane et Benoît le soulèvent et l'étendent dans les estrades. Samuel part chercher de l'aide. C'est à ce moment que les patrouilleurs quittent le cimetière. Ils n'ont pas localisé personne, ni d'incendie. Et c'est des patrouilleurs qui connaissent le secteur. Donc, eux ont décidé de revenir par l'arrière, par la cour de l'école, du parc, parce qu'il y avait déjà eu des appels par le passé pour des jeunes qui pouvaient se trouver à cet endroit-là. Donc, c'est en revenant à l'arrière, par le parc, que les policiers ont vu 3 adolescents. Stéphane est debout à côté de Julien, étendu sur un banc. Il semble dépassé par la situation. Benoît est resté un peu à l'écart. Les policiers ont remarqué qu'il y a un des individus qui consommait une bière et donc l'a interpellé en lien avec ça parce que c'est interdit de boire des boissons alcoolisées dans les lieux publics. Un des policiers s'approche des bancs d'estrade. Julien est étendu sur le dos, immobile. Le policier se penche sur lui et lui adresse la parole, mais Julien ne répond pas. L'agent remarque alors la présence de vomissures sur le banc. Que s'est-il donc passé? Le silence consterné des jeunes cache-t-il quelque chose? Julien ne respire plus.
Le policier prend alors le pouls du jeune homme pour constater la gravité de son état. Il commence des manœuvres de réanimation. L'autre policier fait venir une ambulance de toute urgence. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à Julien? Julien Poisson-Rougeau vit avec sa mère et sa jeune sœur. Ses parents sont divorcés, mais Julien garde une bonne relation avec son père qu'il voit souvent. Bon, vous parlez de Julien d'un yeux d'un père. C'était un gars qui, socialement, il faisait pas beaucoup de bruit. Tu sais, il faisait sa petite affaire. Il était pas malin pantoute. C'était un garçon qui était vraiment gentil, tranquille. Il faisait pas trop de bruit dans son groupe social. Son groupe, c'est son grand ami, Benoît, Stéphane et son ami d'enfance, Samuel, ainsi que quelques autres garçons avec qui il fait de la planche à roulettes. Comme Benoît, Julien vient d'abandonner l'école sans terminer son secondaire. Comme tout garçon, il n'aimait pas l'école. Ça, c'est une chose là, que c'était pas son fort. Mais il a continué par les écoles de métier. Après ça, il a trouvé de l'ouvrage. Après quelques emplois peu intéressants, Julien se fait embaucher dans une usine de transformation de viande. La compagnie pour laquelle il travaille lui offre une formation de conduite de chariot élévateur. Pour la première fois depuis qu'il a quitté l'école, Julien est fier de ce qu'il fait. Il a des projets. Le premier est d'obtenir son permis de conduire. À 17 ans, il voulait s'acheter une auto. Ça fait que moi, j'y avais dit, les choses, si tu veux les avoir, il faut que tu travailles pour. Ça fait que ça va trouver une job, puis t'es très heureux. Par cette belle soirée du mois d'août 2008, c'est ce jeune homme que les policiers tentent de réanimer. Leur premier réflexe est de croire qu'il s'agit d'une intoxication à une drogue quelconque qu'il aurait consommée durant la soirée. Dans cette petite communauté où tout le monde connaît tout le monde, les nouvelles mettent peu de temps à circuler. Quand la mère de Julien rentre à la maison, elle reçoit un appel de sa sœur qui lui dit que les policiers sont dans le parc. Elle ajoute que quelque chose de grave semble s'être produit et que Julien pourrait être impliqué. Madame Poisson en déduit que son fils a été appréhendé pour avoir consommé de l'alcool dans un lieu public. Contrariée, elle tente de le rejoindre sur son cellulaire. Mais sa première tentative reste sans réponse. Elle compose de nouveaux numéros. Cette fois, quelqu'un répond. Benoît a pris le cellulaire de Julien et il a décidé de prendre l'appel. Mal à l'aise et incapable de dire à Madame Poisson que son fils est mal en point, il tente de se faire passer pour un autre ami de celui-ci. Il raconte à Madame Poisson qu'il a retrouvé le cellulaire de son fils. Celle-ci n'est pas dupe. Elle croit reconnaître la voix de Benoît. Il avoue que c'est bien lui et finit par lui dire que Julien a perdu connaissance et qu'il est incapable de se réveiller. Affolée, Madame Poisson raccroche et se précipite au parc. La mère, intuition de femme, elle avait une idée de ce qui s'est passé. Elle pensait que Benoît avait de quoi faire dans cet événement-là. Arrivée au parc, après avoir constaté la gravité de l'état de son fils, Madame Poisson se précipite sur Benoît et le bombarde de questions. Ce dernier bredouille des explications. Pour moi, c'est lâche. Vous savez, et puis vous le gardez en vous-même. L'ambulance emmène Julien à l'hôpital. Madame Poisson monte dans sa voiture pour aller l'y retrouver. Une fois qu'il a été pris en charge et qu'il est amené à l'hôpital, où on sait que les manœuvres de réanimation ont poursuivi dans l'ambulance et au centre hospitalier, sur place, maintenant, les policiers étaient face à une situation à laquelle ils ne savaient pas ce qui s'était produit. Donc, il y a une première rencontre qui a été faite sur place avec les deux adolescents présents, à savoir ce qui s'était passé. On ne pouvait pas vraiment aller aux conclusions parce qu'on ne savait pas le contexte de ce qui était arrivé en arrière de l'école, parce que les jeunes ne parlaient pas.
Ce que les policiers ont appris, c'est qu'effectivement, il y avait eu consommation de bière et consommation de cannabis, mais on n'avait pas d'explication de ce qui était arrivé à l'adolescent qui était inconscient. Dans le parc, les policiers s'activent. Étant donné que les policiers ne savaient toujours pas ce qui s'était passé, ils traitent la scène comme une scène de crime. Donc, à ce moment-là, il y a un large périmètre qui a été érigé. On a fait la découverte de plusieurs bouteilles de bière vides. Il y avait également ce qu'on appelle communément une pipe à hache là, pour consommer la résine de cannabis. Vous savez, tout le monde a besoin d'un certain niveau d'excitation. Tout le monde a besoin d'un certain niveau de high. Ça vaut pour les adultes, ça vaut encore beaucoup plus pour les adolescents, qui effectivement sont en plein développement. Heureusement, il y a bon nombre d'adolescents qui trouvent cette excitation et ce high dans d'autres types d'activités ou d'accomplissements, tels que par exemple les études, les sports, la curiosité intellectuelle. C'est la présence de vomissures dans les estrades qui interpelle le plus les enquêteurs. Peut-être cet élément va-t-il leur permettre de comprendre ce qui s'est passé. Il y a des prélèvements qui ont été effectués à ce niveau-là et il y a plusieurs choses qui ont été envoyées pour analyse, là, pour tenter d'obtenir des preuves. Là. Les policiers n'ont que les 2 témoins du drame présents à leur arrivée, Benoît et Stéphane, pour obtenir des informations supplémentaires. À force d'insister, ils parviennent à leur arracher un élément additionnel. Il y a un des adolescents qui a déclaré aux policiers que la victime était embarquée sur son vélo et qui voulait quitter et qui s'était effondré sur le guidon, mais sans plus d'explication. Benoît et Stéphane en savent-ils davantage que ce qu'ils veulent bien dire aux policiers? Que s'est-il passé entre le moment où Julien a voulu quitter et celui où les policiers l'ont retrouvé inanimé? Le mercredi 21 août 2008, Julien Poisson-Rougeau, 17 ans, est retrouvé inconscient étendu sur un banc d'estrade. Rien de ce qu'ont pu dire les 2 témoins présents sur les lieux ne peut expliquer son état. Quelques éléments laissent croire qu'il pourrait s'agir d'une intoxication. La consommation d'alcool et, je dirais, la consommation des drogues douces est très définitivement banalisée dans notre société, y inclus pour les adolescents. Alors, quand on arrive avec des chiffres de 30 et de 40 et de 50% en secondaire 3 et 4 et 5, eh bien, la société qui voit de tels chiffres se dit, de toute façon, apparemment, c'est un phénomène relativement normal pour nos adolescents. Y a-t-il banalisation? Bien entendu qu'il y a banalisation. À l'urgence où Julien a été conduit, on tente l'impossible pour ramener le jeune homme à la vie. Ma soeur m'a appelé pour me dire ils ont emmené Julien en ambulance. OK, il faut que je m'en aille. J'ai dit à ma patronne, je dois m'en aller, il y a quelque chose qui est arrivé. Elle dit vas-y. Fait que là, je m'étais revenue. Le père de Julien reçoit lui aussi un appel. Ma copine est venue me chercher. Je sortais de la chambre de bain, puis elle dit ton garçon, il vient de le monter à l'hôpital, puis il respire pas. Puis quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai demandé de voir mon garçon tout de suite. Ils m'ont laissé rentrer dans la chambre, puis là, je l'ai vu inconscient. Il faisait une hémorragie, ça fait qu'il était tubé. Puis là, le sang il coulait sur le côté de la bouche, du nez, puis là, moi, j'essuyais ça, là, puis en même temps, je parlais. J'ai dit, t'as pas de s'en faire, que son père était ici. Pendant que les policiers continuent de passer la scène du drame au peigne fin, à la recherche d'indices, l'enquêteur convoque Benoît et Stéphane au poste de police. Ils se sont rencontrés une première fois vers 10 heures sur place et par la suite, on leur demande de venir au poste pour la version officielle qui est quelques heures plus tard dans la nuit. À tour de rôle, les 2 témoins répètent la même histoire aux policiers qui les interrogent. Et ils n'ont aucune idée de ce qui a pu provoquer l'inconscience de Julien. Le policier ignore toujours qu'un 3e garçon, Samuel, était présent au moment du drame.
Benoît et Julien ont le même âge et ils sont amis depuis la petite enfance. Ils sont très proches. Je faisais du bénévolat à l'école, puis je sais pas, son comportement, il était pas comme les autres garçons de son âge. Il était un intimidateur, tu sais, dans la cour d'école. Il fallait que c'est lui qui soit sur le top, tu sais. Benoît a toujours été celui qui entraîne Julien dans ses frasques. Il est le leader de leur groupe d'amis. Il les domine. C'était le problème que Julien avait avec Benoît. C'est quand il consommait, puis qu'il était agressif, tout ça, Julien, lui, il s'en allait à la maison. Julien commence à suivre une formation professionnelle et les deux garçons se voient régulièrement. Julien continue d'être bien encadré par ses parents. Benoît semble recevoir une éducation différente. Si on regarde le parcours existentiel de Benoît, on peut voir effectivement des facteurs de risque dans sa vie qui prédisent un dérapage à un moment donné. Benoît a une sœur aînée qui a quitté la maison. Il reste seul avec ses parents, qui lui laissent beaucoup de liberté. Ah, pauvre enfant. Mal élevé, je peux dire. Manquait beaucoup d'attention de ses parents. J'imagine qu'il n'a pas eu une vie normale, d'après moi. Là, tu sais, ça a été dur. On rapporte que le père de Benoît boit beaucoup, qu'il est d'un tempérament colérique et que la situation familiale peut parfois devenir explosive. Benoît, c'était un enfant qui était, un jeune adulte, là, qui était très poli avec tout le monde. Mais le problème qu'avait Benoît, c'était sa consommation. Quand il consommait, il était totalement différent. Il était agressif. C'est lui qui voulait être le chef du clan. T'sais, quand ça ne marchait pas à sa façon, là, il perdait là, son contrôle. Là. Le parcours scolaire de Benoît est chaotique. Dès le début du secondaire, il a des difficultés relationnelles avec ses camarades de classe et des problèmes importants d'absentéisme. Il consomme à l'école, défie l'autorité et se bat souvent avec les autres élèves. Placé dans une classe spéciale, Benoît devient encore plus démotivé. Il abandonne l'école sans terminer son secondaire. Benoît n'était pas la même personne quand il consommait ou qu'il consommait pas. À jeun, il était tranquille, gentil, peut-être même. Mais quand il consommait, il était le roi de la jungle, si vous voulez. À l'hôpital, les médecins luttent désespérément pour garder Julien en vie. Je posais des questions aux infirmières. Qu'est-ce qu'il y a? Puis eux autres non plus, ils sont pas sûrs encore. Ça fait qu'ils ont été faire un CAT scan. Là, le médecin, quand il est revenu, là, il nous a dit qu'il a fait un arrêt cardiaque pendant le CAT scan. Ils l'ont réanimé, si je me souviens bien, 3 fois. Puis ça n'a jamais eu de résultat. On entendait les infirmiers puis le médecin. Là, il faisait un autre arrêt cardiaque. Là, on entendait le défibrillateur. Après le deuxième coup, j'ai regardé ma mère puis j'ai dit « On vient de le perdre ». Quelques minutes plus tard, le médecin est sorti puis il nous a dit « Désolé que Julien est décédé ». Il est 1h45, la nuit du 22 août 2008. Julien, âgé de 17 ans, est officiellement décédé. La nouvelle de la mort de Julien se répand rapidement dans le village.
Les résultats du scan montrent une importante hémorragie cérébrale. Les médecins demandent aux parents la permission de pratiquer une autopsie et diverses analyses. Les médecins trouvaient ça bizarre qu'un jeune de 17 ans puisse s'évanouir juste comme ça. Ils nous ont demandé s'ils pouvaient prendre son cerveau pour faire une autopsie sur le cerveau. Là, nous, on se pose des questions parce que là, eux, j'imagine qu'ils prétendaient qu'il y avait de quoi anormal au cerveau. La journée même du décès, il y a une autopsie qui a été pratiquée au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale par un pathologiste. Et suivant l'autopsie, le pathologiste a demandé une expertise dans un centre hospitalier de la région d'Ottawa en neuropathologie. Et donc, ça s'est fait le lendemain, soit le 22 août. Même le corps médical est incapable d'expliquer la mort de Julien. Se serait-il passé quelque chose d'inavouable dans le parc le soir du 21 août 2008? Julien Poisson-Rougeau est décédé dans la nuit du 21 août 2008 d'une hémorragie cérébrale. L'hypothèse de l'intoxication circule, mais rien ne semble pouvoir la relier à l'hémorragie qui lui a été fatale. Des analyses de laboratoire additionnelles sont demandées. Le pathologiste et le coroner ont venu à la conclusion que c'était un anévrisme au cerveau. Accidentel, peut-être, mais il y a quelque chose qui est pas correct. Hein? Il y a quelque chose qui cloche, là. Ça n'a pas de sens. Julien, il a 17 ans, il est en forme. Il n'y a pas raison de décéder de même, là. Du tout, du tout, du tout. Les enquêteurs pressentent que toute la lumière n'a pas été faite sur les événements qui ont précédé le décès de Julien. Quelque chose leur échappe. Il y a beaucoup de rencontres qui ont été faites, beaucoup de rencontres des personnes impliquées, des familles, des impliqués, beaucoup de rencontres des témoins, du voisinage. Le petit groupe d'amis est en état de choc. 2 jours après le drame, soit le 23 août, Richard, un autre ami du groupe, se rend chez Benoît pour prendre de ses nouvelles. Il veut reparler de la soirée du 21 août. Ce soir-là, il a croisé Samuel, en état de panique, qui était venu chercher du secours. Benoît le fait taire immédiatement et coupe court à ses questions. Il ne veut plus reparler de tout ça. Il semble profondément perturbé. Les parents de Julien préparent les funérailles de leur jeune fils. Ils demandent aux amis de Julien d'être porteurs. Je savais que Benoît et Julien sont d'excellents amis. Puis ils voulaient être porteurs. J'ai dit, rends-toi ici demain matin. Puis ils vont faire tous les arrangements pour les porteurs, tu sais, qu'est-ce que c'est faire. Puis c'est jamais montré le lendemain matin. Ça fait qu'on a pris quelqu'un d'autre pour le remplacer. Puis rendu à l'église, il est là. Puis là, il veut être porteur, mais j'ai dit non, il fallait que tu sois là, au salon, à matin. Puis là, il était déçu. Puis, moi, je pense que plutôt c'était un destin qu'il ne soit pas porteur pour Julien. Et juste avant le service, les enquêteurs sont venus nous voir. Puis là, ils nous ont posé toutes sortes de questions. Est-ce qu'il a mangé un coup, une bataille ou quoi? Puis là, nous, on ne le savait pas, là. Imagine le père et la mère de Julien s'endormir le soir et se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'es jamais en paix? Jamais? Dans les jours qui suivent, le petit groupe d'amis se retrouve au parc pour faire de la planche. Mais la mort de Julien plane sur eux comme un nuage sombre. Benoît semble le plus affecté. Il devient particulièrement irritable dès qu'il est question de Julien ou de la soirée du 21 août. D'un commun accord,
les jeunes conviennent de ne plus en parler. Le fait que ces jeunes ont gardé le secret est fort compréhensible. Vous voyez, c'est un petit groupe assez serré. Ils sont serrés un peu dans la petite délinquance et dans la pote, dans l'alcool. Ils se cherchent le soir pour être ensemble, pour se faire du fun. Alors ça devient comme l'équivalent d'une petite gang. Tout comme les médecins, le père de Julien s'interroge. Comment un jeune homme en excellente santé a-t-il pu mourir subitement? Il souhaite reparler de la soirée fatale avec Benoît. J'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit que Julien s'avait évanoui. Puis il ne savait pas pourquoi, pour quelle raison. Puis continuellement, il me disait que c'était comme un frère pour lui, puis qu'il se sentait mal de son décès. Puis c'est des réponses qu'il me donnait tout le temps. Moi, j'ai pas fait de cas du tout. Je savais qu'ils étaient très proches ensemble. Les policiers arrivent au bout de leurs ressources. Ils n'ont aucune piste leur permettant d'en apprendre davantage. Ils sont sur le point de fermer le dossier quand ils reçoivent un coup de fil providentiel. Un citoyen contacte les policiers. Il désire prévenir les enquêteurs que, contrairement à ce qu'ils croient, Julien n'était pas en compagnie de 2 amis le soir du 21 août, mais de 3. Ce 4e membre du petit groupe, que les policiers n'ont jamais rencontré, est l'ami d'enfance de Julien, Samuel. L'enquêteur le contacte immédiatement et lui demande de venir le rencontrer au poste. Donc, on a pu obtenir les coordonnées de ce 4e adolescent-là et ce dernier a été rencontré par les policiers le 25 août pour une première fois. Lui s'est rendu au poste de police, a rencontré les enquêteurs et a décrit ce qui s'était passé. Il avait à le vivre avec lui-même, puis il a décidé de dire qu'est-ce qui avait finalement arrivé. Samuel était présent le soir du 21 août au parc derrière l'école secondaire. Quelle histoire a-t-il à raconter? Dévoilera-t-il toute la vérité à l'enquêteur? Quelque temps après la mort inexpliquée de Julien Poisson-Rougeau, son ami Samuel donne aux enquêteurs une version complète de ce qui s'est passé ce soir-là. Le 21 août 2008, Julien est en congé. Son employeur doit faire des réparations à l'usine. Julien va se promener en ville avec Samuel et croise son père. Ce jour-là, le 21, c'est un jeudi. Moi, j'étais sur mon lunch. J'ai été au dépanneur. Julien était là avec un de ses copains. Ça fait que on s'est parlé. Puis quand j'ai retourné à l'ouvrage, ben moi puis Julien, quand on se laissait, on se donnait tout le temps une poignée de main puis un câlin. Puis je disais tout le temps, be careful and be good. C'est la dernière fois que je l'ai eu à son vivant. Julien rentre à la maison pour souper. Sa mère doit aller faire des courses en soirée pour acheter des fournitures scolaires à la petite sœur de Julien. Elle l'invite à les accompagner s'il le désire. À ce moment, Julien reçoit un coup de fil de Benoît. Celui-ci lui propose de passer la soirée avec lui et Stéphane. Julien accepte. Il raccroche et annonce à sa mère qu'il sort avec ses copains. Julien et Samuel rejoignent Stéphane et Benoît. Richard, un autre ami, est déjà au parc à faire de la planche à roulettes. Ils ont apporté de la bière et de la marijuana. Le groupe s'installe dans les estrades pour faire la fête. Les 5 garçons se mettent à discuter, puis à consommer.
on ne prévoit pas qu'il peut y avoir un drame. Et pourtant, tous les ingrédients sont bel et bien présents pour que drame il y a eu. Benoît a déjà beaucoup bu. Il commence à embêter tout le monde. Excédé par le comportement de Benoît, Richard quitte les lieux. Ils sont maintenant 4. Julien manifeste alors l'intention de partir à son tour. Benoît proteste, la soirée est jeune. Julien ne peut pas partir si tôt. Il cherche à le retenir. Julien tient son bout et se dirige vers son vélo. Frustré de ne pas être écouté, Benoît lui lance un ultimatum. Ce garçon semble avoir annoncé « Si tu t'en vas, je te lance une bouteille ». Alors là, évidemment, l'annonce est faite. Il ne peut plus désavouer sa parole par rapport au chum. Julien enfourche son vélo. C'est alors que Benoît tient sa promesse et d'un seul coup lance la bouteille. Celle-ci frappe Julien directement à la nuque. Il s'écroule et reste au sol. Et il n'y a aucune idée, il n'y a aucune pensée critique, aucun jugement qui fait qu'ils se disent « Mais c'est une arme, je peux blesser ». Benoît, Stéphane et Samuel croient à une blague. Ils rigolent. Mais au bout d'un moment, comme leur ami ne se relève pas, ils commencent à s'inquiéter. Julien a peine à respirer. Il fait des convulsions. Quand les policiers ont rencontré les adolescents sur place, ils ont mentionné également qu'après qu'ils se soient effondrés, qu'ils l'avaient transporté eux-mêmes. Ils l'avaient allongé sur le banc, donc la victime se trouvait couchée sur le dos, les bras le long du corps. Et c'est à ce moment-là qu'un des deux aurait débuté des manœuvres de réanimation avant l'arrivée des premiers patrouilleurs. La preuve démontre également qu'un des premiers gestes que l'auteur de cet homicide a fait avec un copain, c'est d'aller vers la victime, la prendre et l'amener sur un banc. Alors il s'agit là, malgré tout, d'un geste apparemment altruiste. En tout cas, un geste de sollicitude. À mon avis, c'est déjà bon signe. Il est accouru et il a tenté de faire quelque chose, c'est-à-dire de porter secours. Julien se met à vomir. C'est à ce moment que, paniqué, Samuel quitte pour aller chercher de l'aide. Au même moment, les policiers qui patrouillent près du cimetière suite à l'appel du gardien se dirigent vers l'école. Avec les versions recueillies, on peut penser qu'il y aurait à peu près 10 minutes qui se seraient écoulées entre le moment de l'événement et l'arrivée des policiers. Au poste de police, Samuel raconte tout à l'enquêteur. Est-il possible que l'impact de la bouteille de bière soit responsable de l'inconscience et de la mort de Julien? L'enquêteur demande formellement à Samuel de ne parler à personne de leur rencontre. Il transmet immédiatement les informations que vient de lui donner Samuel au centre hospitalier de la région d'Ottawa, à qui on a demandé de faire des analyses. Quelques jours plus tard, Samuel rencontre Benoît et Stéphane. Il hésite à se joindre à eux, mais Benoît l'invite à le faire. Samuel veut reparler de ce qui s'est passé, mais Benoît lui dit de se taire. Il répète que c'est un accident. Mal à l'aise, Samuel les salue et quitte. Le poids du silence commence à peser sur le petit groupe. C'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un qui meurt suite au lancer d'une bouteille. Alors ça peut-être, la phénoménologie du geste ou de l'événement a fait peut-être que ces jeunes se sont dit « Il ne faut pas dénoncer notre copain, ce n'est qu'un vulgaire accident ». Les mois passent. L'enquêteur a décidé d'attendre les résultats des analyses avant de parler aux parents de Julien de la bouteille lancée par Benoît.
Samuel continue de respecter la consigne du silence. Stéphane et Richard semblent avoir décidé que la mort de Julien était accidentelle et que Benoît n'était pas responsable. Au début de janvier 2009, près de 5 mois après la mort de Julien, le rapport du pathologiste parvient enfin aux enquêteurs. Les enquêteurs ont reçu le rapport médico-légal du pathologiste et le rapport d'expertise en neuropathologie. Et suite aux conclusions du pathologiste, on a pu établir le lien entre l'impact reçu à la nuque et le décès de la victime, et ce, même si le coup n'était pas nécessairement violent. Au moment de l'impact, la tête de Julien aurait fait un brusque mouvement vers l'arrière. Ce mouvement aurait causé la rupture de l'artère vertébrale, entraînant une forte hémorragie interne, puis la perte de conscience et finalement la mort. L'enquêteur a enfin les réponses à ces questions. Il est temps de prévenir la famille de Julien. Les enquêteurs m'ont appelé à l'ouvrage. Ils ont appelé moi, ils ont appelé la mère de Julien pour descendre à la station. Le secret. Le secret a duré... Julien est mort en août 2008. Le secret est sorti en janvier 2009. Effectivement, les enquêteurs ont rencontré la famille suite au rapport du pathologiste environ 6 mois après la mort de Julien. Pendant tout ce temps, à part Samuel qui leur a parlé du lancer de la bouteille, Benoît, Stéphane et Richard ont gardé le silence. Moi, qu'est-ce qui m'a cher, c'est que ça a pris tellement de temps. Ils ont gardé ça un secret pour tellement longtemps que quand il sort, il dit « Ah, j'ai pas fait exprès, je voulais pas y faire mal ». C'est ça que je trouve un peu dur à comprendre, c'est qu'il voulait pas y faire mal, mais pourquoi il a gardé ça un secret pour longtemps? Une des valeurs les plus prisées dans cette petite gang, c'est la loyauté. Alors, la loyauté fait que lorsqu'il y a un dérapage, on se tait. Parce que sinon, on sera victime d'un ostracisme quelquefois relativement violent. Quand la vérité a sorti, il y avait du monde qui venait me voir et disait « Ouais, mais Benoît, il voulait pas faire mal à ton cousin, c'était son meilleur chum. » J'ai dit « Ouais, mais gars, j'ai dit, des amis, ils se font pas ça entre eux autres. » Le 11 février 2009, Benoît est arrêté sur la voie publique. Il a été placé en état d'arrestation, menotté et transporté à bord d'un véhicule patrouille banalisé des enquêteurs. Et tout au long du transport, là, il n'a pas parlé. Benoît est accusé d'homicide involontaire sur la personne de Julien Poisson-Rougeau. Reconnaîtra-t-il enfin les faits? Quel sort la justice lui réservera-t-elle? En février 2009, Benoît est arrêté et amené au quartier général de la Sûreté du Québec pour y subir un interrogatoire concernant la mort de Julien Poisson-Rougeau. C'est lui qui aurait lancé la bouteille de bière qui l'a atteint à la tête et a entraîné sa mort. Le 12 février 2009, il comparaît au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je voulais pas que ça soit ça. Tu sais, j'aurais été plus confortable avec une mort naturelle qu'avec un homicide. Benoît a eu une attitude extrêmement égocentrique et a tout fait pour ne pas s'incriminer et pour rester à l'abri de la justice. Il n'a pas parlé du tout qu'il y a eu une arme de lancer. Et il a fait croire, comme c'était la première impression des policiers, qu'il y avait là tout simplement une overdose. Benoît est remis en liberté jusqu'à son procès, qui débute le 8 novembre 2010. Il est jugé par un tribunal pour mineurs, parce qu'au moment des événements, il n'avait pas encore 18 ans. Même si le garçon avait 17 ans et 8 mois, donc presque 18 ans, je comprends malgré tout le juge de ne pas avoir déféré cette cause à la justice adulte. Comme juvénile, on est encore immature, on n'a pas une conscience morale, en tout cas suffisamment grande, comme celui que l'adulte, supposément, possède. Il niait
Il nie d'avoir fait quoi que ce soit. Il a dit pas un mot. C'est son avocat qui parlait, là. Fait que tout ce qu'il a dit, c'est non coupable. C'est tout. En cours, Claude Rougeau pose un geste émouvant. J'avais amené une photo de Julie en cours et le juge m'a demandé pourquoi que j'ai amené une photo. Mais j'ai dit, ça fait quasiment 2 ans et demi qu'on est en cours. Puis c'est tout le temps Julien, c'était juste un nom. On n'a jamais mis un visage au nom. Puis je voudrais que la cour voie c'était qui Julie. Benoît a 19 ans au moment de recevoir sa peine. Le 20 janvier 2011, il est condamné à 4 mois d'emprisonnement dans une prison pour adultes et à 8 mois sous surveillance dans la collectivité. Si les jeunes qui étaient là autour aujourd'hui, je lui dirais de ne pas garder le secret, de parler, de penser, de réfléchir à des gestes qu'ils sont en train d'entreprendre, qui est malsaine, parce que ça a des conséquences dévastatrices envers tout le monde. Julien repose en paix au cimetière de la petite ville où il a grandi. Quant à Benoît, la famille de Julien trouve difficile de lui pardonner son geste. Si Benoît aurait reconnu sa culpabilité, l'impact aurait été moins que de passer autant de mois à savoir rien, de ne pas connaître le pourquoi, le comment. Ces jeunes ne se sont pas excusés auprès des parents de la victime et particulièrement l'auteur de ce geste ne s'est pas excusé. Comment comprendre cela? Effectivement, normalement, s'il y a introspection, il devrait y avoir remords et il devait donc y avoir également tentative de réparation. Maintenant, ici, il y a une variable tout de même qu'il ne faut pas oublier. L'auteur du geste n'a jamais admis son geste. C'est-à-dire, il n'a jamais avoué d'avoir lancé la bouteille. Alors, je pense qu'il est prisonnier de son déni et qu'il ne peut pas ramollir, disons, ses émotions pour aller dire « excusez-moi » parce qu'il croit lui-même qu'il n'est pas coupable. S'il aurait assumé sa responsabilité tout de suite en partant, il n'aurait pas eu 2 ans d'enfer. Aller en cours, puis on l'aurait su tout de suite, ça aurait été fait, ça aurait été fini. En niant, pendant 2 ans et demi qu'il a fait quoi que ce soit, j'ai trouvé ça pas mal lâche. Et irresponsable. Se servir d'une bouteille de bière comme projectile était irréfléchi. Mais Benoît n'est pas seul en cause. Si les jeunes avaient parlé le soir du drame, peut-être qu'à l'hôpital, on aurait pu donner à Julien des soins plus appropriés. Et même s'il l'avait fait dans les mois qui ont suivi, il y a de fortes chances que le sentiment d'injustice et de colère des proches de Julien ait été moins grand. Benoît pourrait changer. Il est décrit comme un bon travailleur. Déjà, c'est un indice très important. Il a pris un cours de menuisier, si ma mémoire est bonne, et ses supérieurs se sont dit satisfaits de lui. Déjà, c'est quelque chose. Benoît a purgé sa peine dans la collectivité. Il est maintenant libre. Espérons que cette histoire terrible sera pour lui et pour les autres amis de Julien l'occasion d'acquérir davantage de maturité et de reprendre leur vie en main. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir?